évidemment. Évidemment. C'est quoi ton super pouvoir grâce à la respiration? Mon super pouvoir grâce à la respiration, c'est la concentration et de rentrer dans des états internes de calme et de sérénité et de faire rentrer les personnes que j'accompagne dans ce même calme et cette sérénité. C'est quand on a failli se faire dévorer, c'est le mot, ensemble, en Nouvelle-Calédonie, par les requins qui arrivaient, qui nous tapaient, on est sorti avec des bleus parce qu'ils nous mettaient des coups de gueule, ils nous rentraient dedans, ils nous poussaient, ils venaient, ils montaient, on s'est fait malmener, quoi. C'était un peu qu'ils tournaient en rond comme des Indiens et par deux, ils montaient sur nous. Voilà, là vraiment, lui qui a la peau plutôt mate, il était blanc, mais blanc, j'avais jamais vu un humain blanc comme ça. Et moi, quand j'ai réussi à monter sur le bateau, mes jambes, elles flageolaient, mais ça tremblait de tous les côtés. Oui, alors je m'appelle Grégory Ortiz et je suis coach mental. Alors dans la vie, je coach, voilà, des personnes et sous l'eau, je fais de l'apnée et de la pêche sous-marine. Tu proposes des formations à la gestion du stress? Merci. Alors, c'est pas des formations, c'est des coachings. Des coachings? Ouais, ça c'est vrai. Ok. Donc TEDx non, Ouais. pas encore en tout cas. Je pense que ça va. Je pense que ça va venir. Voilà. Il y a une personne qui m'avait fait, que vous avez eu, Michel Ruiz, Ouais. qui lui il voulait absolument, mais avait fait un mot sympa que je participe à une émission qui s'appelle Légende? Ouais. Parce qu'il me disait, mais Greg, faut que tu y ailles, quoi, tu vois. Il dit, tu vas les halluciner, quoi. Mais moi, je savais même pas ce que c'était, je t'avoue. Je suis pas très... d'ailleurs, je suis en YouTube. train... non, et puis, mais en fait, même celui que tu as dû écouter, j'imagine, sur le podcast que j'ai fait, oui. moi, ça s'est fait vraiment par hasard, même si le hasard n'existe pas. Mais j'avais jamais écouté ses podcasts à lui, tu vois. Avant, je suis pas beaucoup, pas assez, parce que maintenant que je me professionnalise justement, c'est important que je fasse attention à tout ça. Ouais. Mais moi, j'étais dans une grotte, quoi, tu vois, et je pêchais et c'est tout, quoi. Non, mais ça, c'était ta vie. Ouais. Complètement déconnecté. Enfin, complètement. Ouais. À l'état de nature. Ah, mais grave, quoi. Tu vois, des fois, je parlais pas à des gens pendant plusieurs jours, ou tu vois. Et puis, où est-ce que tu habitais? À Mayotte, j'en ai fait 13 ans à Mayotte. Ouais. Et j'étais au bout de Mayotte, où c'est le plus sauvage. Et puis, tu vois, dans l'eau, y a pas de téléphone, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de radar, et c'est cool. Ouais. Moi, j'ai besoin, et c'est mon histoire de vie qui m'a amené ça aussi. Je suis quelqu'un, tu le verras, et tu t'en es déjà rendu compte, je suis hyper sensible. Et je peux très vite être, tu vois... submergé par tes émotions. Voilà, c'est le cas de le dire, submergé ou envahi, ou s'il y a trop de bruit, ou s'il y a trop de choses, ou si ça ne me convient pas. Donc, quand je suis dans l'eau, il y a beaucoup de sons qui sont géniaux, mais c'est des sons naturels déjà que j'ai choisis, et ça me fait du bien d'être immergé comme ça. Voilà. Donc, c'est une forme de méditation. De toute façon, l'apnée, c'est une forme de méditation. Ouais. C'est les mêmes ondes cérébrales qu'on retrouve en méditation et en apnée. Ok. Voilà. D'après les scientifiques. Ok. Pourquoi tu décides de t'installer à Mayotte? Parce que c'était un haut lieu de la pêche sous-marine. Ouais. Voilà. C'était un haut lieu de la pêche sous-marine. Et voilà, là c'est parti. Oui, j'en ai profité pour... D'accord. Ok, super. Oui, donc parce que c'est un haut lieu de la pêche sous-marine. Et je sais que je vais vivre et je vais voir des choses extraordinaires là-bas. Ouais. Et j'en ai vu. J'ai pas été déçu. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi Mayotte. Ça, l'apnéisme, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on comprend l'apnéisme. L'apnéiste. Ouais. Pour dire, je suis un apnéiste. Ouais. Il y a plusieurs formes. La pêche sous-marine. Ouais, alors la pêche sous-marine, de toute façon, elle se pratique toujours en apnée. Ouais. Ça, c'est une chose. Après, il y a plusieurs formes de pêche sous-marine. Et après, l'apnée, parce que j'en ai fait aussi, je me suis beaucoup entraîné, il y a plein de formes différentes d'apnée. Voilà, aussi. Ok. Voilà. En profondeur, dynamique, ouais, c'est ça. En statique aussi. Statique. Qui est pas... elle est comment dire, elle n'est pas médiatisée,
Et elle est intéressante, je peux en parler. Moi, j'adore apnée statique et en même temps, c'est un voyage immobile. Oui. Et c'est extraordinaire en termes de concentration, même si chaque discipline, dès qu'on parle d'apnée, demande de la concentration et amène à la concentration. C'est ça qui est intéressant aussi. Et l'apnée statique aussi, je me suis beaucoup entraîné sur des années et des années. Ça amène aussi donc un état d'être à part, un état d'être méditatif, et puis une partie qu'on appelle lutte aussi, où il faut se battre, et il faut se battre contre quelque chose d'un besoin vital. L'envie de respirer. Voilà, l'envie de respirer. Donc tous les voyants sont en rouge, et c'est justement là où il y a besoin d'aller chercher du calme, alors que c'est compliqué. Bien sûr. Et on peut... Voilà, je me rappelle sur des séries d'apnée, je m'étais amusé à faire 19 apnées consécutives de 4 minutes avec 45 secondes de récup. Donc, sur ces 45 secondes, je dois récupérer de mon apnée de 4 minutes, mais je dois préparer l'autre. Ouais. Et c'était intéressant parce qu'il y a des moments où j'étais pas prêt et je partais pour 4 minutes. Et à un moment, intellectuellement, j'étais pas prêt, ça disait non. Et à un moment, je disais lâche et je disais vas-y, fais-toi confiance. Et là, ça disait oui. C'est intéressant, tout ça. C'est vraiment super intéressant. Pour aller, pour repousser ses limites, c'est super intéressant. Bon, après, c'est des limites, on en parlera plus tard. Je suis allé les chercher, je les ai trouvées. On en reparlera effectivement. Comment tu luttes contre cette envie de respirer? Par exemple, les meilleures apnées, c'est quand on oublie de respirer paradoxalement. Comme si on se réveillait et waouh, et avec des chronos incroyables. Ou quand c'est dans l'eau, waouh, c'est waouh. C'est waouh. Et en plus, bon, il y a plein de choses en pêche sous-marine. J'ai été 24 ans professionnel, j'ai vécu ou survécu de la pêche sous-marine. L'intérêt, c'était d'être dans l'eau et de jouir de l'eau et des poissons. Et voilà, quoi. Comment tu vis justement de cette discipline? Et tu parlais de la pêche sous-marine. Comment tu en vis? Alors, quand je vivais de la pêche sous-marine, je capturais des poissons et je les vendais. Voilà, j'étais pêcheur, mais en apnée, exclusivement en apnée d'ailleurs. Voilà, je voulais pas ou mettre des lignes, alors encore moins mettre des filets, c'était inconcevable pour moi. Voilà, par rapport aux poissons, par rapport à l'éthique, je trouvais beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant, beaucoup noble, plus juste, plus noble. Et puis la chasse sous-marine, il y a une relation entre justement la proie et visuelle. Donc, jamais on attrape un poisson qui n'est pas... En tout cas, jamais je n'ai attrapé de poisson qui s'est pas reproduit, qui n'est pas mangeable. Donc, il y a vraiment beaucoup de sélection, beaucoup d'éthique. Et ça, c'est toujours important pour moi, bien sûr. À quel âge tu découvres cette discipline? Vers 6-7 ans à travers un livre. Ouais. Un livre. Pas le Grand Bleu? Non, c'était bien avant le Grand Bleu. Bien avant. Le Grand Bleu, c'était au moins 7-8 ans plus tard. Non, c'est pas le Grand Bleu. À travers un livre, et je suis revenu avec ce livre, c'était à Grenoble, et je dis à mes parents, je veux faire ça, je veux être ça. Bon. Voilà. Si ça m'a... Il voyait un autre avenir. Ouais, c'est sûr. Ce bleu, les poissons, arrêter de respirer. Déjà, je trouve que c'est fascinant, en fait. Et la respiration, je vais y revenir tout le temps. Parce que la respiration, en fait, on est dans un premier souffle, dans un premier cri. Les poumons se déplient, c'est la première fois qu'on a de l'oxygène, ça nous brûle, ça brûle le nouveau-né. Et on va mourir, comme on dit, dans un dernier souffle. Et entre ce premier souffle et le dernier souffle, il y a toute une vie qui s'est passée. Et toute une vie, si chacun n'y fait pas attention, on respire de façon mécanique.
automatique, heureusement d'ailleurs. Et dès qu'on prend soin, dès qu'on on fait attention à sa respiration, et là, il y a plein de choses magnifiques qui viennent. Et prendre donc justement d'abord conscience de sa respiration et après d'en prendre le contrôle, ça amène à beaucoup de choses. Entre autres, la gestion des états internes, c'est-à-dire la gestion de l'émotion. Ouais. Et c'est quelque chose. Bien sûr. Est-ce que tu fais un parallèle là avec, par exemple, ce qu'on a vu dans le bouddhisme ou dans la sophrologie ? En tout cas, sophrologie, de la méditation, dans le yoga, bien sûr, toutes les approches en fait qui visent au mieux-être et à se centrer et à trouver du calme, de la paix et de la joie aussi. Parce que apprendre à respirer, c'est encore une fois, c'est pas simplement attraper de l'air, mais c'est le goûter, c'est le savourer. Et en savourant l'air, eh ben, on est connecté à vraiment la vie et à la joie de vivre. Et c'est vraiment nourrir son être profond. C'est fort. Est-ce que tu peux nous dire les changements physiologiques qui s'opèrent lorsqu'on prend le temps justement de respirer ? Ouais. Alors en fait, de respirer calmement, ça va jouer sur le nerf parasympathique et qui, lui, a pour rôle, et c'est physiologique, de calmer, restaurer, guérir, tranquilliser. Donc, il abaisse, il met au calme. Et donc, rien que le fait de respirer en conscience et en contrôle, lentement, physiologiquement, ça nous amène à cet état. Ouais. Et c'est fabuleux. Ok. Et d'un point de vue mental, ça permet également peut-être de se débarrasser de pensées parasites, de se focus finalement sur l'instant présent. Tout à fait. Tu l'as dit peut-être, on peut enlever peut-être. Ça permet d'enlever ces pensées parasites et évidemment d'être focus et d'être centré. Voilà. Okay. C'est d'être très concentré même. Ça passe par la concentration. Okay. Une préparation, une super apnée, elle passe par de la concentration et elle passe par une super respiration, une super ventilation. Il n'y a pas de super apnée sans super ventilation. Et pour ça, il faut mettre de la qualité et pour ça, il faut se concentrer et donc respirer en conscience et en contrôle et évidemment avec de l'entraînement, bien évidemment. Donc l'apnée, de ce que je vois, c'est un ping-pong entre la performance et l'état méditatif. Ouais. Au début, l'apnée, c'était aussi un moyen pour moi, un moyen vraiment d'aller au fond de l'eau, d'aller voir les poissons. Et puis après, c'est d'un moyen, c'est vraiment, c'est devenu aussi un état d'être, quoi. C'est aussi devenu un but aussi. Et puis quand j'ai vu que ça pouvait me faire du bien d'abord à moi, parce que ça me régulait au niveau émotionnellement, ça me calmait. Je suis un hyperactif. J'ai 50 millions d'idées à la seconde. Ça me réveille la nuit parfois. Et là, justement, en respirant tranquillement, en plus, quand j'étais en mer, à la surface de l'eau, que l'eau me porte, après que je m'immerge dans l'eau et que je passe par une phase verticale de glisse, waouh, ça calme. Ouais. Et voilà. Et quand j'ai pu voir que ça me faisait un super effet, et juste le fait donc de respirer, pas forcément l'apnée, pas forcément l'eau, la mer, je me suis dit waouh, ça peut aussi aider les autres. Et il y a eu, comment dire, j'ai façonné un coaching que j'appelle coaching respiration relaxation. Et il y a plein d'événements dans ma vie qu'on fait que j'ai pu le façonner. Alors évidemment, je me rendais compte en préparant les championnats du monde, en préparant tous mes entraînements, l'effet que ça avait de préparer ces apnées et de respirer en conscience et en contrôle. Comme je l'ai dit, sur la concentration, sur mon calme et d'être en paix, en joie. J'ai dit génial. Après, j'ai fait
y a une association qui s'appelle Trait d'Union, que je salue d'ailleurs, qui s'occupe d'enfants atteints de cancer. Et elle m'avait demandé si je pouvais leur faire de l'apnée. Alors, j'avais dit oui. En même temps, on ne pouvait pas aller dans un bassin parce qu'ils étaient déjà très fatigués pour certains. Et il y avait aussi la peur qu'ils attrapent des microbes. Et donc, on l'a fait en salle. Alors, on a joué aux Grands Bleus, aux apprentis Grands Bleus, avec ces enfants. Et alors, bien sûr, ils ont fait des chronos, c'était génial. Et en même temps, j'avais beaucoup axé ce travail sur leur respiration. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que ils sont rentrés dans un calme. Ils étaient très agités, souvent perturbés, stressés. Et là, ils sont rentrés dans un calme profond. Et leurs parents, les accompagnants n'en revenaient pas. Et avec le travail j'en avais donné des petits outils, un travail à continuer. Et ce calme, en fait, a perduré. Il a perduré des jours, mais des semaines et des mois. Et là, le feedback que je me suis dit, j'ai dit, waouh, c'est quand même fort. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Et il faut que je le mette, il faut que je l'utilise. J'ai commencé là à l'utiliser avec des amis et puis et aussi quand j'accompagnais des gens. Et puis après, c'est là que tu t'es dit qu'il fallait que tu en fasses une méthode et que ouais, que c'était tellement important que, en tout cas, que je pouvais en faire un coaching à part entière. ouais. Voilà. Et pas simplement un moment de dire, allez, on se calme, respirer, tranquille. Et c'est déjà très bien. Hein. Ouais. Et là, et puis, après, quand j'ai eu mon accident, j'ai fait 14 fois, je suis allé dans un caisson hyperbar. C'est un endroit particulier. C'est vraiment... c'est comme un gros cercueil en acier. Ouais. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a ramené à la vie. Et dans ces moments-là, j'avais un détendeur dans la bouche et je respirais de l'O2 pure, de l'oxygène à 100%. Et j'étais concentré sur ma respiration, hyper concentré, focus sur la respiration. Et là, je suis passé par plein d'états, de la colère, de la tristesse aussi, et plein d'états émotionnels. Et j'ai pu, grâce à la respiration, à réguler, à me calmer, à jouer sur mon émotion. Là, avec un petit peu de recul, quand je suis sorti de l'accident, j'ai dit, encore une fois, ça aussi, il faut que je l'utilise. Ouais. C'est puissant. Et ça m'a vraiment aidé dans ma convalescence. Est-ce que justement, tu en parles de cet accident, est-ce que tu peux raconter cette expérience, cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire. Alors déjà, j'étais à Gozo, c'est une petite île à Malte, sur l'île de Malte. Et voilà, et je m'entraînais en fait. J'étais parti aussi là-bas parce que là-bas, ils parlent anglais. J'ai vécu 2 ans. Ah, t'as vécu 2 ans, c'est génial. Et ah, d'accord. Ok. Donc, c'était pour improve my English. Et en fait, je ne l'ai pas éprouvé. J'ai été éprouvé, mais... et je pêchais là-bas. Donc, c'est la Méditerranée. L'eau est super claire. Je pêchais très profond. Donc, toujours au-delà de 40 mètres. Parce que je visais un championnat du monde qui se passerait en Méditerranée et où j'allais vraiment potentiellement être vraiment dans les meilleurs. Et puis, et un autre aussi record du monde qui était à 70 mètres, officieux d'une personne qui avait pris un poisson à cette profondeur. Moi, j'étais à 62 mètres. Ça correspond à peu près à un immeuble de 24 étages.
Voilà. Et donc, je m'entraînais toujours profond. Et en fait, je savais que je pouvais faire un accident de décompression. J'avais une bouteille d'eau 2, ce qui est très rare, mais j'en avais une au cas où. Je m'étais habitué à être hémiplégique, c'est-à-dire à me servir que d'un côté, parce que ça peut amener à l'hémiplégie, à remonter à bord parce que j'étais seul, que d'un côté ou que de l'autre, d'ouvrir la bouteille d'eau 2. Et je me disais, c'est possible que j'en fasse un, même si, évidemment, je ne voulais pas en faire un. Et je prenais beaucoup de temps en 2 apnées, que je m'hydratais. En fait, je prenais toutes les données que j'avais, mais il n'y a pas beaucoup de data, parce qu'on est infiniment peu à pêcher à ces profondeurs. Et donc, un jour, en fait, en remontant sur le bateau, je me sentais pas bien, pas net. Je comprenais pas ce qui arrivait. En fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça, j'en étais sûr, mais je savais pas quoi. Et je savais pas réagir à ça. Et j'étais perdu, en fait. Et alors, ce jour-là, ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière, mais c'était ce jour-là, mon moteur principal, il avait pris feu. Donc, il était en flammes. Tu parles de ton bateau, là. Ouais, de mon bateau. J'étais en bateau. Et seul sur mon bateau, mais j'étais en bateau. Et j'avais un autre moteur, mais que au niveau neuronal, j'arrivais pas plus à m'en servir. Je mettais on, et puis ça marchait pas. Mais il faut une télécommande. Mais j'avais oublié. Après, je mettais off, on, off, on. Et je sais pas combien de temps je suis resté. Et heureusement, pas trop, parce que d'homme grenouille, je serais resté grenouille, mais séché sur le bateau, quoi. Ouais. Et finalement... c'est un AVC que tu fais ? Ouais, j'ai fait un AVC, ouais. J'ai fait un AVC, j'ai 2 lésions cérébrales. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu mes lésions cérébrales, c'était après un scanner. Et j'étais chez le neurologue, et quand il a mis à l'écran, j'avais déjà vu un cerveau dans les films, quoi. Et je me doutais bien que c'était le mien, mais il y avait une tâche centrale au milieu de mon cerveau, mais qui prenait presque toute la totalité du cerveau. Et j'ai dit, c'est ça. Et c'était du sang qui avait la personne, diffusé, c'est ça ? Ouais, en fait, il n'y avait plus d'eau 2, donc il n'y avait plus d'irrigation. Et elle me dit oui. J'ai dit, mais elle est énorme. Elle dit oui, elle est conséquente. C'était un moment où j'avais du mal à parler, à m'exprimer, je ne savais plus compter, c'était compliqué quand même. Donc je lui dis, comme je peux, elle me dit non, mais c'est la plus impressionnante, mais ce n'est pas la plus grave. Et là, j'étais en tachycardie. Et d'ailleurs, j'ai respiré. J'ai respiré pour accueillir ça, quoi. Je dis, ah bon ? Elle dit, non, il y en a une, elle est pariétale, elle est beaucoup moins impressionnante, mais justement, elle touche des zones cérébrales qui sont liées au langage. C'est un peu plus complexe. OK. Mais bon, ça, j'ai rencontré une orthophoniste hors norme, fantastique, une magnifique personne, au centre neurologique où j'y suis resté 3 mois. Et on a beaucoup bossé. Et puis, voilà. Et puis, il y a eu plein de choses qui sont allées mieux. C'était une zone du cerveau qui était principalement liée au langage, ou c'était lié au moteur aussi ? Non, il n'y a rien eu de moteur. Mais j'étais, à un moment, en fait, j'étais extrêmement diminué. J'avais beaucoup de confusion, j'avais des céphalées toute la journée, donc des gros mal de tête toute la journée. Et si je commençais une activité ou intellectuelle, infime soit-elle, je ne pouvais pas répondre au téléphone, je ne pouvais pas ouvrir des mails, infime soit-elle ou physique, l'étau se resserrait. Et c'était super compliqué. Donc avec ça, de la fatigue, de l'énervement, parfois de la tristesse, de me sentir handicapé, en fait, et de ne pas savoir si ça allait durer dans le temps, si j'allais rester bloqué. Et donc ça a été le plus compliqué. Ça a été le plus compliqué de l'accident. De ne pas savoir si j'allais rester très diminué et donc handicapé. Voilà.
une fois que j'ai pu me libérer de ça, et c'est grâce à l'apnée, entre autres, tout de suite, ça allait mieux. Est-ce que pour revenir sur le jour de l'accident, est-ce que ça a eu lieu sous l'eau, cet accident? Ouais, ça a été. Alors, ça a eu lieu sous l'eau, mais je m'en suis rendu compte. Heureusement, j'étais en surface. Je suis remonté sur le bateau. Et après, pour la petite histoire, j'avais pas j'avais pas de rame en fait. Et donc en fait, j'ai déchaussé une palme, j'ai enlevé une palme et j'ai pagayé pour revenir jusqu'au port. Et c'était quand même loin. Et il y avait du soleil et j'étais évidemment sous AVC, c'était compliqué. Ouais. Mais j'ai atteint le bord. Et c'est sur ton bateau que tu t'en es rendu compte après? Ça en ramenant, enfin, c'était sur le bateau où je m'en suis rendu compte. Et puis, de toute façon, quand je suis arrivé sur le bord, il y a des gens, ils m'ont dit, ils voulaient appeler une ambulance. Ouais. Pareil que j'étais jaune, yellow, Ouais. jaune. Et je titubais. J'étais en très grande difficulté mentale. Mais voilà. Et ce jour-là, tu étais à moins 62 mètres sous l'eau? Non, 50, j'étais entre 40 et 50 mètres, mais j'ai fait beaucoup de répétitions. Ouais. Beaucoup. Ok. Et tu dis que justement, ta convalescence ou ta réhabilitation a eu lieu grâce à l'apnée également? Ouais, l'apnée, ça m'a hyper aidé. Parce que, en fait, quand je suis arrivé à l'unité neurologique, ils voulaient me mettre. Ils ont insisté pour me mettre sous antidépresseur. J'avais pas envie. Alors, je vais dire, personne n'a envie. Mais bon, je voulais pas. Et puis, à force d'insister, ils m'avaient accueilli dans leur centre. C'était chouette. C'est toute une équipe qui se battait pour moi, avec et pour moi. Donc, j'ai dit, OK, je les ai pris. Mais je les ai pris 2 mois seulement. Et eux, ils voulaient que je les prenne plus d'1 an. 1 an et demi, ils disent, on verra, quoi. Et ça m'a fait prendre 10 kilos. Parce que déjà, j'étais en inactivité, je ne pouvais plus faire de sport, tout ça. Enfin, du moins, c'était super compliqué. Ça me provoquait d'énormes mal de tête. Mais surtout, les contre-effets de ce produit, c'était l'avoir envie de manger. Mais j'avais envie de manger tout le temps. J'aurais été capable de voler de la nourriture. La nuit, je me levais, je fouillais, j'essayais d'attraper des miettes. Et ils nous servaient en chambre avec un plateau repas qu'ils amenaient sur des chariots. Ouais. Quand mon ouïe, elle était hyper affûtée. J'entendais à peine le chariot, je sortais et je courais dans le couloir pour prendre. Mais ils me disaient, mais non, monsieur Ortiz, on vous l'amène, vous le savez. Vous le savez, parce que chaque jour, je leur faisais le coup. Ouais. On vous l'amène à votre chambre. Je dis, mais j'ai faim. J'essayais d'attraper des trucs. Et je me voyais dans cet état. Mais j'étais en dépendance de la nourriture. Ouais. Okay. Comme un drogué, quoi. Fallait que je mange. D'ailleurs, ça m'a aussi... J'ai appris beaucoup de choses pendant mon accident, mais alors, je pense que j'ai été des années dépendant de l'apnée et de la pêche sous-marine. C'est vrai que ça m'a aussi mis en empathie forte à des gens qui sont dépendants, à toutes les dépendances, mais la drogue, entre autres, c'est super dur, c'est super compliqué. Parce que cet événement d'AVC, ça t'a fait du coup basculer dans une forme de dépression ou de mélancolie? Quand j'avais un niveau mondial en pêche sous-marine, le lendemain, je savais plus faire d'apnée, et puis j'étais en vrac, quoi. Et puis je suis passé par des soins intensifs, et puis après, c'est 14 séances de caisson hyperbare, mais l'autre partie de la journée où je dormais, où j'étais là sans être là, j'étais déconnecté. Mon cerveau, il a pris cher, la carte mère, je l'ai brûlée, quoi. Donc, ouais, c'est ça qui m'a rendu dans un état dépressif. Et en fait, au début, j'ai voulu faire des apnées. Déjà, c'était interdit. Il me disait surtout pas, il faut pas faire d'apnée parce que votre cerveau, il a besoin de repos, surtout pas d'être en anoxie à nouveau, tout ça. Et bien sûr que j'en ai fait. Ça fait partie de ma vie. Donc, et de respirer. Donc, respirer, faire des apnées. Mais j'arrivais même pas à 2 minutes. Mais même pas à 2 minutes. Donc, et ça m'a encore plus déprimé. Ouais.
de mesurer, parce que là, c'était quantifiable, mon état avec un chrono. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et quand j'ai pu me reconnecter à ma respiration, me reconnecter à la puissance et au calme, parce que l'apnée, ça amène du calme, ça amène de la sérénité. Voilà. C'est les mêmes ondes qu'on a en apnée et en méditation. Donc, quand j'ai été connecté à ce calme, pour moi, c'était une ressource. Et là, j'ai pu repartir. Et là, j'ai arrêté. Alors, ils ne voulaient pas, hein, mais je leur ai pas demandé leur avis. Alors, tout le monde m'a dit, oh là là, mais arrêtez d'un coup, ça va être pire, vous allez replonger. Ben, j'ai dit, replonger, je sais faire, c'est mon métier, quoi, aussi. Donc, bon, c'est une boutade. Mais en tout cas, oui, j'ai tenu. Voilà. Tu as repris la même forme d'activité que tu avais avant? Ou tu t'es... comment dire, tu t'es... Ah bah, j'ai dû l'adapter. Ouais. Je faisais beaucoup de vélo d'entraînement, d'école, au début en respirant que par le nez pour que ce soit difficile, en faisant comment dire, en fractionné, en m'imposant des choses. Je me suis entraîné, c'est que je m'entraînais, quoi. Ouais. Je faisais pas semblant. Mais là, je pouvais pas, quoi. Sur mon vélo, j'ai presque failli remettre les petites roulettes, quoi, à l'arrière, quoi. Bien sûr. Non, mais c'était compliqué, quoi. Donc, c'est tout. C'est pas tout réapprendre, mais. Et puis, c'est aussi assumer cette condition d'handicap, assumer le regard des autres. Moi, je me cachais. Je voulais pas qu'on me voie. Donc, j'avais une capuche que je mettais toujours sur moi, un jogging avec une capuche que je serrais au plus, et je mettais même la main entre mon interlocuteur et moi pour pas qu'on me voie. Parce que je voulais pas qu'on me voie dans l'état où j'étais, quoi. Parce que ça se voyait? Ben, bien sûr que ça se voyait, ça s'entendait. J'avais. Quoi, tu trouvais pas tes mots? Ouais, voilà, j'étais confus. Je me suis mis à énormément bégayer aussi, Ouais. alors que j'ai jamais bégayé de ma vie. Et là, c'est même pas des problèmes d'éloquence, c'est des problèmes juste pour parler. Ouais. Et puis, ça se voyait que j'arrivais pas bien à réfléchir. J'étais confus. Ouais. Je répondais à côté et je voyais bien quand même sur les visages des gens qui voyaient que j'arrivais quand même. Donc, ouais, c'était la période compliquée. Ouais. Voilà. Mais qui m'a aussi vraiment amené à beaucoup d'empathie aussi. Et vraiment, ouais, ça m'a beaucoup apporté. Et puis derrière, cette joie que j'ai eue, cette chance, cette immense gratitude de m'en sortir et d'aujourd'hui d'être bien et de même pouvoir replonger très profond et d'accompagner des gens, de pouvoir à nouveau les accompagner. Et c'est vraiment une gratitude que je vis et que je respire au quotidien. Tu as retrouvé ton niveau Ouais. d'avant? Ouais. Le même? Ouais. Non, pas le même, parce que là, je suis qu'à 1 an et j'arrive à faire les mêmes performances dans l'eau, pêcher aussi profond, mais en prenant beaucoup plus d'ailleurs, De précaution, non, voilà, de précaution. C'est drastique, tout ça, mais j'y arrive, oui. Par contre, là, en ce moment, je suis très fatigué derrière. Mais comme d'ailleurs mes entraînements vélo, mes entraînements corde à sauter, mes entraînements d'apnée sur vélo, ça, on peut en parler parce que c'est intéressant de pédaler en apnée. Ouais. Je suis beaucoup plus fatigué et D'accord. plus fatigable. Mais au Ouais. niveau performance, j'arrive à la même chose. C'est chouette. Et au niveau coaching, honnêtement, je pense que je me suis amélioré parce que j'ai encore plus de sensibilité. Je pense que j'ai encore plus d'acuité. Et peut-être que je fais encore davantage... Enfin, je fais attention à l'autre encore davantage que je le faisais déjà avant. x10. Ouais. Alors, je vais te poser plein de questions sur ton activité de coaching, mais juste avant, par rapport à la récupération de tes facultés de langage, Ouais. comment ça s'est passé? Tu me parlais d'un orthophoniste? Non, une. Une orthophoniste. Oui, une orthophoniste, magnifique personne.
Ouais, ben j'avais j'ai eu 5 à la semaine hebdomadaire, 5 séances d'orthophoniste avec elle. Et après, avec d'autres personnes, et toutes les orthophonistes du centre. J'avais aussi du kiné, j'ai de l'ergo, mais là, tu me parles du langage. Ben, le langage aussi, il est venu parce ce qui a surtout détérioré le langage, parce que paradoxalement, quand je suis arrivé aux questions hyperbares, on m'a demandé à quelle année on était, je l'ai donné, je me suis trompé à 10 ans. Ça me paraît dingue, à l'heure actuelle, de se tromper de date à 10 ans près. Mais je parlais bien. Et donc, c'est surtout, même si ça a touché au niveau cérébral, c'est surtout l'anxiété et l'angoisse, la dépression nerveuse qui m'a amené à des états de bégaiement, comment dire, d'avoir une telle peur de t'exprimer. Que ça bloque, quoi. Voilà. Et donc, c'est revenu. Et je pense que quand j'ai commencé à reprendre confiance en moi, quand j'ai compris que j'allais pas rester handicapé, quand j'ai recommencé à faire des coachings aussi, forcément, je me mettais en douce pour les personnes que je m'accompagnais. Et donc, je voulais donner vraiment le meilleur de moi-même. Okay. Voilà. Et ça m'a fait progresser. Donc, c'était super. Qu'est-ce qui t'a fait justement te lancer dans cette activité de coaching ? Waouh! Alors, ça aussi, ça remonte à l'enfance. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je voulais être et plongeur, et ça voulait dire pêcheur sous-marin, apnéiste, et curé. Alors, curé. Ouais, curé. Alors, pourquoi je te dis ça, Pierre? Parce que les curés, en fait, c'était pas le rapport à Dieu, c'était le rapport aux hommes et leur amour inconditionnel. Ça me fascinait qu'une personne, là, un curé notamment, ou un homme d'église, un homme de foi en fait, pas seulement d'église, aime inconditionnellement un autre, que les autres soient frères quoi pour lui. Waouh! Et toujours maintenant, je suis hyper impressionné par cet amour en fait. Et l'amour aussi, c'est central chez moi. Okay. Et j'accompagne les gens avec aussi mon cœur. Okay. J'utilise hyper ma tête, évidemment, mais je suis en connexion avec eux, évidemment. Avec chaque personne qui arrive, je suis hyper en ouverture. Ouais. Voilà, justement, je suis à cœur ouvert. Et voilà, et c'est un vrai accueil. Et donc, j'ai pas choisi la voie de Dieu. Et puis, j'aime bien trop les femmes pour ça, d'ailleurs, aussi. Mais la voie de l'accompagnement, oui. Et si mes premiers stages dans le développement personnel que j'ai fait à 24 ans avec Paul Pironnet. Ah, je connais, la PNL. Ouais, avec la PNL, et qui est vraiment un ami avant tout, et quelqu'un que j'admire, qui m'a formé tout au long de ces années. À 24 ans, j'y suis allé, moi, pour optimiser mes apnées, pour gérer mon stress en compétition, pour être plus performant. C'est tout. Et après, en fait, j'ai vu que les outils PNL, c'est dément. En termes de communication, entre autres, que c'était bien plus grand que devenir plus performant. Ouais. Et l'accompagnement, ça m'a énormément plu. Énormément plu. C'est là que tu as découvert le métier de coach ? Ouais, c'est là que j'ai découvert le métier de coach. D'ailleurs, Paul, il voulait que je sois coach tout de suite. Et moi, je lui dis, mais non, à l'époque, j'ai dit, je suis pêcheur sous-marin. C'était vraiment une identité. Il dit, tu peux pêcher et coacher, quoi. Et non. À cette époque-là, je pouvais pas vivre la pêche sous-marine. Il fallait que je sois pêcheur sous-marin, que pêcheur sous-marin, et que je vive pour et par la mer, l'océan, et pas qu'il y ait un autre métier. C'était hyper profond et c'était comme ça que je le vivais. Ouais. Et aujourd'hui, je peux faire la part des choses. Alors, l'accident, là, on fait un pas en avant. Mais justement, j'ai plus pu pêcher. Et bien sûr que je coachais déjà depuis des années. Mais là, j'ai dû arrêter de pêcher. Je ne pouvais plus et je me suis vraiment davantage encore concentré sur le coaching. Okay. Voilà.
Quel Voilà. type de personne tu coaches? Est-ce que tu as une spécialisation? Non, j'ai pas de spécialisation. Alors, non, sur les personnes en tout cas qui viennent. Après, encore une fois, j'ai l'outil de la respiration. Les gens qui viennent me voir, que j'accueille, à part ils viennent une fois pour une thématique très particulière, et bien sûr qu'on va traiter cette thématique très particulière. S'ils font plusieurs séances, ils auront le droit à la respiration. Parce que pour moi, c'est un tel outil. Ils vont partir avec un tel bagage. Je peux pas ne pas leur donner ça. C'est trop important. Mais moi, j'ai envie de le donner aux 8 milliards d'humains qu'on est, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, de partager ça, c'est trop fort. On s'en rend pas compte. Mais non, on s'en rend pas compte. Mais c'est trop fort. C'est comme tu disais, c'est presque mécanique, automatique. C'est enfin, elle est Ça l'est. inconsciente, heureusement qu'elle est inconsciente. Ça l'est, ouais. Et lorsqu'on la conscientise, Et ce qui est magnifique, c'est les personnes à qui j'ai donné ce coaching et qui m'en parlent, ils me disent, mais ça nous a changé la vie au quotidien. Waouh! Parce que ça touche l'être. Et c'est fort. bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je me souviens, quand je travaillais à Malte, justement, je travaillais dans un restaurant où j'étais hyper stressé. D'accord. Je sais plus pourquoi. Et je me souviens que j'avais 1h30 de bus chaque matin. Et en fait, j'ai commencé à respirer pendant une demi-heure dans le bus chaque matin et j'arrivais complètement Waouh, zen. Génial. On disait presque que j'étais drogué. Génial. Mais en fait, non, j'étais... D'accord. Et déjà, rien, tu vois, en écoutant, en calibrant ta voix, quand tu dis, ben voilà, je respirais, j'étais complètement zen, waouh, ben on sent que l'effet de l'apnée, de la respiration, hop, ça a modulé ta voix, ça a modulé ton état interne. Quand Bien tu sûr. me parles, je l'entends, je le sens. Voilà, et c'est ça qui est génial. Voilà. Autrement, non, toutes sortes de thématiques ou de problématiques aussi. Parfois, c'est moins amusant. Et voilà, et voilà, et j'accueille. Et c'est ça qui est riche. Hein. Aujourd'hui, cet accident fait partie de toi, de ton ADN? Ouais, carrément. Ouais, il est dans mon cerveau avec les lésions cérébrales. Tu le sens encore aujourd'hui? Ouais, je le sens encore. Mais je sens que ça s'estompe. Mais je sens aujourd'hui parce qu'il m'a quand même transformé aussi. C'est pas que je le sens par rapport aux séquelles. Ah oui, j'ai toujours... Ce qui a été quand même assez particulier, c'est que je voyais les personnes, je les voyais avec un œil sur la joue et un œil sur le front. Et quand je suis arrivé au caisson, j'ai dit, tiens, j'avais jamais vu une personne comme ça. Non, mais vraiment, je dis, c'est bizarre. Puis, c'était une secrétaire. Elle avait une collègue, elle se retourne. Ah, je dis, il y en a deux. J'ai dit, c'est marrant parce que je n'ai jamais vu dans le monde entier, à ma connaissance. Et là, je vois deux personnes. Puis là, je fais un peu attention, autant que je pouvais dans l'état neurologique où j'étais. Et je vois qu'ils sont tous avec un œil là, un œil là. Ouais. Alors, j'appelle le chef du service, là, le chef du caisson, pour le lui dire, parce que c'était bizarre. Et en fait, lui aussi. Et il m'a dit, non, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez rentrer dans le caisson, quoi. Voilà, ça m'avait complètement déformé la vue. Ouais, bien sûr. Mais là, si ça m'arrivait aujourd'hui, mais j'appelle le SAMU, quoi. Ouais. Je trouvais ça étrange. Et ça a perduré sur des mois. C'est-à-dire que, ben voilà, alors aujourd'hui, j'ai encore quelques séquelles. Ta bouche n'est pas au bon endroit, Pierre, je suis désolé. Okay. Alors si t'es gentil, parce que souvent on me dit, mais si, je suis réellement comme ça. Non, c'est bien essayé, mais... Non, la bouche est encore pas alignée avec le nez, mais ça se corrige. Et puis tes pupilles non plus, elles sont pas au bon endroit. Okay. Ce qui est embêtant, c'est que mon cerveau, lui, il mouline pour réajuster. Ouais. Et ça m'apporte une fatigue cérébrale. Mais ça va. Donc là, sur ces petits séquelles, je le sens encore, mon accident. Et autrement, ma façon de voir les choses aussi, qui a quand même changé. Hein. J'ai dû... Au niveau de l'acceptation, je suis devenu fort. Hein. Ouais, j'étais pas patient. Et là, ouais, l'accepter les choses, c'est bien. Et l'acceptation, ça tombe bien parce que, en fait, c'est la dernière phase d'un deuil. Un deuil, c'est d'abord le déni. Ouais. On n'y croit pas. C'est pas vrai. Il n'est pas mort. C'est pas possible. Après, c'est de la colère. Pourquoi ça arrivait à lui? Pourquoi et à moi? Donc, bien sûr,
la personne qui en souffre. Et après, c'est une profonde tristesse. Et après cette tristesse vient l'acceptation. Et c'est seulement quand on passe par l'acceptation qu'on peut vivre le deuil sereinement. Et voilà. Et ces phases-là, bien sûr que je les ai vécues en profondeur, sans jeu de mots. Voilà. Tu as d'autres conséquences. Enfin, tu parlais par exemple de mon visage où ton cerveau essaye peut-être de remettre les éléments en place. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, par exemple, si tu conduis ou des choses comme ça... Non, heureusement. Mais tu conduis par exemple Oui, aujourd'hui ? j'ai dû passer par un médecin spécialisé, tout ça. Mais oui, je conduis. Mais en fait, ça joue que sur les visages. Okay. Que ce soit des humains ou je peux voir aussi un chien avec la bouche un peu de travers. C'est étonnant. Les animaux aussi. Donc voilà. Mais voilà. Mais ça, encore une fois, tous les spécialistes me disent que ça va s'estomper et que je vais revoir normalement. Et s'il y avait que ça, par rapport à cet accident terrible où encore une fois, les deux autres personnes qui sont arrivées au caisson hyperbar avec les mêmes séquelles, les mêmes états, ils sont morts, eux. Voilà, c'était des accidents de bouteille. Moi, je l'ai fait en apnée, mais ces personnes sont mortes. Il y avait une femme, elle est morte dans le caisson. Et il y avait un homme, il est décédé le lendemain. Alors, c'est ce qui pensait. C'est ce dont ils étaient sûrs. Putain, pardon, je me remets à bégayer comme un peu avant. Ces caissons, ils servent à quoi ? C'est une thérapie ? Oui, bien sûr, c'est une thérapie. C'est pour réduire la bulle d'azote au début, et donc que ça puisse circuler au tout début. Et puis après, c'est pour oxygéner le cerveau à 100%. Voilà, et ça aide le cerveau, ça répare autant qu'il puisse. Ouais. Voilà. Autant, ils m'ont mis 5 heures la première fois. C'est énorme de passer dans un caisson pendant 5 heures. Et après... tu parlais d'un cercueil avec de l'oxygène dedans ? Non, c'est comme... C'est métallique, c'est énorme. C'est plus grand qu'un cercueil. C'est comme un tout petit sous-marin de poche. Après, il y en a différentes tailles, hein. Mais c'est évidemment hyper hermétique. Il y a des hublots, mais il y a des sas. C'est épais. Et c'est de l'acier. On voit que c'est costaud, quoi. Et on est enfermé dedans. Et voilà. Et il te balance de l'oxygène pur ? Non, à travers un détendeur. Okay. Un masque intégral. Okay. Et voilà. Et c'est... Waouh, comme si j'y étais, quoi. Ça m'a fait bizarre. Mais peut-être si tu veux passer à un autre sujet. ouais. Non, c'était éprouvant. Ouais, bien sûr. C'était éprouvant. Et d'ailleurs, une fois, j'étais dans le caisson, très fatigué, à respirer, et j'ai dit, je reviendrai en vélo au caisson. Et j'y suis allé en vélo, un peu, voilà, c'était dur, mais j'y suis allé en vélo. Du coup, tout ça, c'était sur Nice ? Non, c'était à Malte. Ah ouais, c'était à Malte. J'étais pas transportable, hein. C'était à Gozo. Ok. Ouais, c'est un énorme centre en Europe de plongée bouteille. Ils ont un caisson, hein, et à Malte et à Gozo. Okay. Voilà. Parce que c'est un traitement qui est réservé seulement pas à ceux qui font des AVC, mais à ceux qui ont des problèmes liés à l'apnée. Ce type de traitement. C'est pour enlever les bulles. Ouais. Voilà, d'azote qui sont dans le cerveau. Voilà, okay. qui dans le cerveau, dans d'autres endroits, hein, d'ailleurs. Voilà. Pour les diminuer. Tu reviens en France, du coup ? Ouais, je reviens en France, ouais. Et je suis incapable de faire grand-chose. Et puis très rapidement, je suis accepté au centre neurologique. Pour moi, c'était une bénédiction, hein. Ouais. C'était waouh, c'était génial, quoi.
Ouais, c'était génial. Et tu continues tes activités de coaching en France Ouais. J'ai continué de coacher. Alors, au tout début, j'en étais pas capable. J'étais trop fatigué. Ouais. Et puis, j'étais trop confus. Je pouvais pas déjà porter de l'attention, d'avoir de la concentration. C'était pas possible. Et puis, dès que j'ai pu, oui. Ok. Oui. Et ça m'a fait du bien aussi. J'avais d'arrêter de passer, d'être handicapé, d'avoir l'impression de servir à rien, d'être dépendant des autres complètement, mais de pouvoir à nouveau donner, apporter, contribuer. Ouais, bien sûr. Trop bien. Ouais. Et ici, donc du coup, dans la région, tu as de la famille, des amis, un cercle familial qui t'a accompagné justement dans cette... Pas ici, parce que je suis pas arrivé ici. Hein, ça s'est pas passé à Nice. Hein, c'était vers Montpellier. Ok. Non. Mais j'avoue que je refusais de voir au début les amis et voilà, et la famille, parce que encore une fois, j'avais besoin d'être seul. C'est vrai que comme quand je vais dans l'eau et que j'aime bien être dans l'eau, d'être seul, de pas avoir... J'ai des côtés sauvages, même si peut-être ça s'entend pas. J'adore les personnes, évidemment, je ferais pas ce métier, mais j'ai des moments, en tout cas, pour me retrouver, où je dois être... besoin d'être solitaire, te retrouver avec toi-même. Voilà, être dans la nature et dans l'eau surtout, mais aussi dans la nature. Et voilà. Bon, Montpellier, Nice, tu restes proche de la Méditerranée en tout cas. J'adore la Méditerranée. Ouais, j'aime beaucoup la Méditerranée. Ouais, c'est notre berceau. Enfin, c'est le mien. Mais voilà. Pour terminer cette interview, encore 2-3 questions peut-être sur tes activités que tu fais à l'heure actuelle, les projets que tu as en cours. Mes projets, j'en ai plusieurs en fait, des projets. Ouais. J'en ai toujours des projets. Ouais. je bouillonne. D'idées, non ? Pardon ? Tu bouillonnes d'idées. Ouais, mon cerveau il est souvent en ébullition. C'est génial, ça rebondit, ça. Voilà. Il y a un projet Polynésie. Ok. Voilà. Où je vais pouvoir faire de la pêche sous-marine professionnellement. Et aussi coach mental, voilà, avec un endroit où la pêche sous-marine, c'est vraiment, comment dire, ça fait partie de la culture et c'est le berceau. Ouais. Voilà. Il y a des projets aussi de formation encore, parce que je me forme toujours en continu. Je trouve ça super important. De partage aussi de connaissances. Voilà. Toujours continuer sur tes activités de coaching. Oui, bien sûr. De toute façon, pour moi, comme ça l'était au début pour la pêche sous-marine, c'était ce que je devais être. Et dans le coaching, c'est ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est une mission de vie. Ouais. Vraiment. Je le vis comme ça, en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que tu as un parcours incroyable, notamment cet accident, cette convalescence, cette passion que tu développes pour l'apnée. Finalement, ce qui t'a fait avoir cet accident et l'apnée, mais tu continues derrière à en faire, comme si tu n'étais pas effrayé finalement par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Oui, je serais effrayé de ne plus en faire. Ouais, c'est ça. Non, en plus, je me suis hyper bien... Alors, bien sûr, je peux pas gérer les échanges gazeux. J'ai pas la main mise là-dessus. Ouais. Tout le reste, oui. Et tout le reste, j'ai travaillé. J'ai bossé. Tout, exhaustivement. Donc, voilà. Donc, j'avais confiance en moi. Donc, non, j'étais... Les autres, les gens qui m'aiment, et je les comprends, et c'est beau. Ils avaient peur pour moi, bien sûr. Surtout sur ma première sortie. Moi, j'étais confiant. Ouais. Non, c'est ça. Et puis, j'ai eu aussi un passé de boxeur. J'en parle parce que ça m'a aidé aussi. Pendant ma convalescence, ça m'a aidé parce que je me suis toujours entraîné. J'ai une rigueur, j'ai une routine d'entraînement. La corde à sauter, j'en ai toujours fait toute ma vie. Et aussi, j'allais dire, combattre, quoi. Y aller, quoi.
se battre, tout simplement. Et ouais, ça, j'ai ce côté-là aussi. Voilà. Écrire un livre, peut-être, pour raconter ton histoire, c'est venu te traverser l'esprit. Ouais, j'y ai déjà pensé. J'adore en plus écrire, j'adore lire. C'est une passion aussi. L'écriture, les mots, bien sûr. Et ouais, j'ai déjà écrit quelques petites choses. Peut-être que je mettrai en place quelque chose, dans l'idée de partage. Ouais, ça peut être joli, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, ou est-ce que tu as une dernière anecdote que tu souhaiterais nous partager? Déjà, c'est déjà fini. On pourrait continuer si tu veux. Ça passe super vite. Waouh, j'ai tellement de choses à dire. Des rencontres sous-marines. Des rencontres sous-marines déjà hyper fortes. Entre autres avec une Raymanta qui s'était mise à la verticale. C'est rare, elle nage pas comme ça. Y en avait une qui m'avait offert un looping avec elle. Mais celle qui s'est mise à la verticale avec moi, pas m'aider, mais remonter avec moi, elle a collé un de ses œils au mien et elle me scrutait dans la pupille. Mais j'avais l'impression qu'elle regardait mon âme. Expérience incroyable. C'était fou, c'était dingue. Ça, avec des dauphins. Aussi, tu as nagé avec des dauphins? Ouais, nager, oui, beaucoup de fois, bien sûr, avec des baleines. Il y avait, voilà, une expérience. On a encore un peu de temps? Oui, bien sûr, absolument. Super. Absolument. Et d'ailleurs, il y aura un format Combini qu'on fera après. Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas du tout. C'est quand tu regardes la caméra, qu'on fait, c'est pour TikTok et pour Instagram. Ah d'accord, ok, et super. Je te pose des questions-réponses rapides. Ouais. Ok. Alors là, des rencontres sous-marines, plein. Avec des requins, plus ou moins sympas. Je sais que j'ai eu hyper peur parce que parfois j'ai eu très peur avec les requins, entre autres de sentir de l'électricité dans la colonne vertébrale. Ça, j'avais jamais vu ça. D'autres peurs quand je suis passé sous l'hélice d'un bateau. Elle m'a attrapé le bras, j'ai eu plein de points de suture, elle m'a tapé au visage et ça a juste coupé le tuba au niveau de la tempe. Et après, ça m'a retourné, j'ai pris l'embase très fort dans la colonne. Je me rappelle que ça, c'est vrai que c'était un accident aussi marquant, hein. Le médecin m'avait dit, quand il m'avait vu, le médecin, il m'avait dit vous avez eu de la chance. Je dis vous trouvez, j'étais un peu en colère, quoi. D'ailleurs, j'étais sur le mode colère. Je dis vous trouvez passer sous l'hélice d'un bateau de la chance. Il dit non, je me suis mal exprimé. Il dit je veux dire que les deux autres personnes que j'ai auscultées après hélice, c'était post-mortem. Donc c'est et là bon, j'ai compris. Et j'étais passé aussi une autre fois sous mon propre bateau, le pilote, il est tombé, il a glissé, il est tombé sur la sur la poignée des gaz en arrivant me chercher doucement. Donc le bateau, il est venu sur moi, quoi. Et je me rappelle, je m'étais dit, waouh, je suis passé sous le bateau jusqu'à l'hélice, quoi. Et je me suis dit, Greg, tes jambes. J'ai dit, Greg, profite, jouis, profite de tes jambes parce que c'est la dernière fois, quoi. Et ça a tout tapé, tout ça, et c'est pas les jambes compris. Sur ce coup-là, j'ai rien pris. Et pour revenir aux animaux, baleines, il y a eu... En fait, voilà, j'écoute toujours ma petite voix, et quand je dis toujours, les rares fois dans ma vie où je l'ai pas écoutée, il m'est toujours arrivé des ennuis. Et là, il y a un ami et moi, il me pilote, on part pêcher, c'est à Mayotte. Et il me dit, waouh, les baleines, les premières baleines, génial et tout. Je dis, ouais, super, tout ça. Il dit, j'ai pas mon matos et tout pour aller les voir. Et je dis, prends le mien. Il dit, non, tout ça. Bon, mais il dit, mais toi, vas-y. Et voilà. Et j'écoute un peu ma petite voix et elle me fait non. Je lui dis non. Il dit, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, un ressenti. Il dit, un ressenti, les premières baleines, Greg et tout, vas-y. Et puis, il était super sympa, il me pilotait. J'ai voulu, en fait, lui faire plaisir. Il dit, mais vas-y, t'as trop de la chance. Je dis, ok, j'y vais. Donc, il me laisse assez loin pour pas les déranger. Et j'y vais à la palme. Il y a 2 baleines. Et j'arrive à peu près à 40 mètres d'elle. Et là, elles commencent à taper avec leur queue, mais qui fait là un peu de faire 4 mètres, quoi. Bam! Bam! Ça fait plat! Mais un jet, ça monte un geyser, quoi.
ouh, je dis, là, elles sont pas contentes, quoi. Parce que j'ai bien vu que c'était moi, il y avait personne d'autre, quoi, dans l'eau, quoi. On était au large. C'était toi qui les avais Ouais, un ouais. peu excités. Ouais. Alors, et bon, c'était un peu tard pour faire marche arrière. Et je les vois, elles foncent sur moi. Mais vraiment, elles foncent sur moi. Et ça fait un peu comme un sous-marin qui est juste sous l'eau, là. Comme ça. Mais je sais pas combien elle fait, 15 mètres, 18 mètres, j'en sais rien. Et elles foncent. Et là, je vois et je me dis, ben, elle va me tuer, je vais mourir, elle va me percuter, quoi. Et au moment où je vois ça, au lieu d'avoir peur, en fait, j'ouvre les bras. Et parce qu'à chaque fois que je me suis fait percuter des requins, je me mettais en position fétale. Hein. Je pliais les jambes et je me protégeais avec les mains. Et là, je suis en hyper ouverture, comme quand j'accueille des personnes. Ouais. Quoi. Je suis en ouverture et le moment, il est beau. Et je suis prêt, en fait. T'es prêt à quoi? À mourir. À mourir. Ouais, mais j'allais dire dans la paix, dans la joie, quoi. Et la baleine, elle vient. Et là, je sens une force, quelque chose. Mais c'est mes jambes, en fait, qui poussent. Mais fort. Pousse vers le haut? Non, j'étais Non. en surface. Ouais. Pour se décaler de la Ouais. trajectoire de la baleine. Ouais. Et évidemment, la baleine, si elle voulait, elle change à peine de trajectoire et elle me percute, Ouais. évidemment. Mais elle est restée rectiligne. Et j'ai vu son œil qui était énorme et qui me regardait, et la nageoire pectorale qui m'a en fait rasé le nez, quoi. Et ouais, ça c'était aussi. C'était un groupe de baleines? Il y en avait deux. Il y en avait deux. Il y avait Et on ne sait pas pourquoi. il y avait un petit peut-être, un peut-être, enfant. mais qu'on n'aurait pas vu. Et le copain, lui, il est arrivé, et avec la perspective, il croyait que j'étais explosé, quoi. Ouais. Il croyait qu'il allait chercher un cadavre, quoi. Ouais, là, c'est vrai. Mais ouais, des interactions avec des poissons, des danses avec des poissons, waouh, ouais, oui. Tes plus beaux souvenirs sont ceux, en tout cas, de la plongée. Ouais, la plongée, ça a été fantastique. Un jour, je vais faire un stage d'apnée pointu. Et avec Stéphane Missup, que je salue d'ailleurs, il est toujours recordman du monde d'apnée statique, avec 11,35, c'est incroyable. Et je suis à un de ces stages pour progresser, pour apprendre. Et il me dit, ouais, tu sais, tu devrais fermer les yeux, ça va t'aider pour être dedans. Bah, je dis, ok, mais c'est pas facile à mettre quand je descends, quoi. Il dit, non, mais essaye au moins. Bon, mais je dis, ok. Donc, je suis en surface, je connais bien le coin, à peu près, même pas 40, quoi. Je m'envoie et je ferme les yeux. Et à un moment, je me dis, je dois être à moins 10 mètres, quoi. J'ouvre les yeux, je vais pas me casser le masque, je vais pas me prendre le sol. J'ouvre les yeux. Il y avait des requins marteaux, il y en avait, mais t'en veux, Pierre? Il y en avait des centaines. J'étais au milieu. Mais j'étais descendu au milieu d'eux dans le banc. Et je regarde. Et au moment où je fais comme ça, en fait, j'ai fait un geste de peur. Et là, les requins, ils ont fait bam, bam, bam. Et ils sont venus. Ouais. Parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui avait peur, quoi. Ouais. Ça les a. Pour eux, c'était des stimuli, quoi. Waouh! J'étais là. Et je me dis, je remonte et je regarde en haut. Mais en fait, j'avais traversé un banc. Il y en avait autant en haut. Mais je me suis dit, là, une des rares fois de ma vie où je ferme les yeux. Et voilà. Bon, ça, c'était dingue. C'était dingue. Mais voilà, c'est ça que aussi, c'est ça que j'allais chercher, c'est ça que je cherche encore dans l'eau. C'est ces choses merveilleuses qui sont liées à l'eau, à la mer, tout ça. Au poisson, c'est cette dimension-là, quoi, qui est complètement incroyable. Et le fait, en plus, d'être en apnée et d'avoir respiré avant, et d'être à la verticale et de voir des choses incroyables. Voilà, ça, c'est super beau. Et après, évidemment, sur Terre, la richesse des rencontres humaines. Waouh! C'est magique. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a des individus, justement, qui t'ont marqué? Tu as un ami de Michel Ruiz? Ouais, déjà, voilà, tu en as cité un qui est extraordinaire. Comment tu l'as rencontré? Michel, en plongeant, en faisant de la pêche sous-marine. Ouais, c'est
pour moi, c'est un modèle. Voilà, on a personne, une ouais. très, très belle personne. C'est un cœur sur deux jambes. Mais il y en a, il y en a tellement d'autres personnes aussi. Il y a une personne aussi, Stéphane Boistard, que j'appelle le druide, qui est aussi magique. Voilà, il y a aussi mon ange. J'ai 40 ans de différence d'âge avec elle. Et c'est une personne extraordinaire. 40 ans, elle a 80, Ouais. elle a le 20, elle fera 94 ans. Ok. Et elle est juste incroyable. Et d'ailleurs, en travaillant avec elle en respiration, parce qu'elle a la super caisse, mais parfois elle a des problèmes de tension. Et elle n'est pas contente d'ailleurs, hein, qu'elle ait ces problèmes de tension. Et les médecins lui ont donné des Des voilà. Et ça marchait, mais il y avait des contre-effets. Et je lui dis, écoute, tu veux qu'on essaye par la respiration? Il m'a dit, on peut toujours essayer sans trop y croire. Ça a super bien marché. Déjà, en fait, ça a régulé et donc sa tension est meilleure au quotidien. Et les rares fois où sa tension n'est pas bonne, elle fait un travail respiratoire toute seule Ouais, et ça marche. Ça, c'est génial. bien sûr. Mais C'est la base de ton coaching, la respiration, finalement. C'est ce que tu maîtrises le mieux. disons que j'ai fait des dizaines et des dizaines de milliers d'apnées qui demandaient des dizaines et des dizaines de milliers D'inspiration, de travail expiration, ouais. respiratoire. Ouais. Il faut savoir que par jour, suivant les individus et le cycle respiratoire, c'est entre 22 000 et 24 000 Respiration la journée. par jour. Ouais. On passe à 8 millions dans l'année. Donc, c'est quand même intéressant de s'arrêter un petit peu et Bien sûr. de voir ce qui se passe. Et voilà. Et c'est embêtant de parler des belles relations humaines parce que déjà, je serais trop... Et je suis déjà culpabilisé de ne pas pouvoir citer tout le monde. Mais ouais, mais c'est trop long. Non, mais vraiment. C'est vraiment une des grandes richesses dans ma vie. C'est de rencontrer des personnes, mais vraiment hyper belles. Elles ont une belle âme. Elles sont magnifiques, quoi. C'est vraiment... Et puis, ça sent. Elles dégagent des belles choses, quoi. Et ça... waouh, c'est magnifique. Là aussi, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup de chance. Vraiment. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? J'allais dire d'accompagner le plus de personnes possible, Ouais. parce que ça me rend joyeux, Ouais. ça me met en joie. Voilà. Et puis, je sais pas, vraiment d'être... De pouvoir continuer ta passion, tout Ouais, simplement. continuer ma passion et vraiment vivre Pleinement. ouais, vivre pleinement, vivre joyeusement. Joyeusement, c'est bon la joie. Ouais. C'est hyper bon la joie. Bien sûr. C'est hyper bon la joie. Voilà, être dans la joie le plus régulièrement possible. Voilà. Et la partager. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que tu as eu l'occasion de la partager. J'ai adoré cette interview. Ah, merci. C'est super. Ah, merci. Je t'ai pas laissé beaucoup parler. C'est la première chose qui me vient. Tu sais. Je t'assure. Voilà, bon, on n'est pas en coaching, bien sûr. Mais oui, mais voilà. je suis pas là pour parler. Je suis là pour poser des questions. Mais non, mais parce que ça m'intéresse. Quoi. J'étais content quand tu as parlé de ta respiration pour aller à ton boulot à mal. Mais et là, je me suis dit, ouais, il n'y a pas beaucoup parlé. Mais non, mais bon. Tu sais, j'en ai fait une en plus il y a 4 semaines. Super, okay. Il y avait un invité qui n'est pas venu. Mélodie, ma collaboratrice. Incroyable, mais c'est génial. Elle m'a interrogé et j'ai raconté mon parcours de vie. Mais c'est trop bien. Ah, mais je suis là, je veux le voir, le podcast. Qui est aussi un peu singulier. Tu verras. Excellent. Parce que j'ai fait plein de choses. BTS audiovisuel, kiné, coach de sport. Wow. Ensuite, kiné mène à tout. Hein. J'ai plusieurs copains qui ont commencé les études de kiné, qui ont fait des trucs incroyables. Pendant mes études de kiné, j'ai lancé une entreprise. Ça a super bien marché. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Waouh, tu vois, ça me fait... les poils guéris. Ouais, c'est quand je suis touché. Ouais. C'est bravo. C'est tout de suite... c'est le mot en anglais, abilities. Ça demande beaucoup de
pouvoir de capacité et ouais, des habilités, je sais pas comment on le dit en français, mais en tout cas, c'est son parcours incroyable, bravo. Ouais, bah tu verras ça, mais en tout cas, J'ai c'était hâte. beaucoup de dents de scie, ça a J'ai hâte, inquiété énormément d'accord. mes parents Ah de savoir ben, quand est-ce que j'allais trouver ma ah voie. ben oui. Finalement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà, je fais ça également en passe-temps. Comme je te disais, il y a différents objectifs pour ce podcast. C'est aussi humain avant tout de pouvoir interviewer Ouais, et ouais. interroger Non, mais différentes typologies de personnes. ton sourire, il est magnifique. Ah, Je l'avais merci. déjà remarqué. Franchement, c'est super, quoi. C'est vraiment, t'amènes à la joie, t'amènes vraiment au partage et Merci. à la confiance aussi. Bon, mais top. Et c'est chouette, ça. Top, top, top. Super. Merci beaucoup, Grégory, Merci à d'être toi, venu vraiment. sur le podcast Merci à Origine. toi. Ça t'a plu? Ouais, Ouais. c'est énorme. Une frustration parce que on peut rester jusqu'à demain si Bien on n'est sûr. pas fatigué. Tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. On pourra en Tu sais, faire. 24 ans de pêche professionnelle, d'être dans l'eau, tu vois, mes moyennes, c'était 8 heures en mer. Donc, je restais 8 heures en mer à chaque fois. Et forcément, ouais. Mais il y a des choses, c'est difficile aussi à... Parce que comme tu l'as compris, là, c'est bon, on est coupé. Mais c'est pas... Si je dis des choses qui sont intéressantes, je vais les Non, continuer non, à mais mettre. c'est surtout que c'est des sensations. Et c'est difficile de parler de ces sensations. C'est du ressenti, quoi. Ouais. C'est certains bleus. Tu vois, moi, il y a certains bleus, mais waouh, ces couleurs bleues, c'est fascinant. Et l'impression d'être, encore une fois, que ça touche l'être profond. Soit l'eau. Tu vois, c'est une matrice, quoi. Ouais. Il y a certaines fois, quand je remonte de l'apnée, je me rappelle un accident où je suis resté coincé en plus dans une grotte. Tu vois, dans une grotte, quoi. Et où j'ai vraiment cru encore cette fois-ci mourir. Parce que je faisais de la spéléo, en fait, en pêche sous-marine. Vraiment. Ouais. La spéléo, c'était noir. Il y avait tu vois, ah ouais, j'ai oublié de parler, mais ça, je m'en veux. Ça, il faut que je t'en parle. Alors, et ce coup-là de la spéléo, en fait, je suis resté coincé. Et je suis resté coincé comme ça. Ça me serrait là. Ouais. Et tu sais, au début, j'ai dit, ben, j'ai juste à me relâcher, quoi. Je suis rentré, ça va ressortir. Mais ça faisait comme une nasse. Et j'y arrivais pas. Et je me suis relâché 2 fois, alors que j'avais déjà envie de respirer. Hein. 2 fois, j'ai dit, allez. Et ça marchait pas. Et finalement, c'est en déchirant ma combinaison. Mais après, il fallait que j'aille en arrière. Et quand je sors, il y avait 24 mètres à remonter. Et là, j'avais besoin d'air. Je te jure, j'avais besoin d'air maintenant. Et j'avais 24 mètres. Et là, j'ai dit, j'y arriverai pas. Est-ce qu'il y avait cette volonté de frôler la mort? Non, Non. non, non, Ou non. c'est que tu as cherché de l'adrénaline et Non, dans il y a eu des fois, il y a des apnées où consciemment, je me disais, si je me loupe, je meurs. Ok. Mais Mais t'étais OK avec l'idée? ouais, ok, mais comme un grimpeur sans corde, Ouais, ouais. il loupe la prise, il tombe. Ouais, bien sûr. Et moi encore, j'ai plus de chance que lui, quoi, parce que je peux me rattraper. Alors, donc, ouais, plein, une multitude. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Et il y a aussi, il faut que je te parle de ça, parce que ça aussi, tu vois, je m'intéresse à l'histoire, et il y a une partie de l'histoire qui me fascine, c'est la résistance. Pour moi, 39-44? ouais, la résistance, pour moi, les gens qui ont été résistants, pour moi, c'est vraiment des héros, quoi. Parce que leur propre pays, enfin, sous Vichy, quoi, ça a changé, quoi. Leur propre pays, les lois, l'armée, ils sont plus avec eux, quoi. Ouais. Ils sont contre eux. Les ennemis, évidemment, ils sont aussi contre eux. Et je sais pas leur espérance de vie, mais elle est hyper faible, quoi. Ils savent qu'ils vont mourir et peut-être se faire torturer avant. C'est un engagement, mais qui est total, quoi. Bien sûr. Pour des idéologies, pour des valeurs. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Et en fait, les épaves du débarquement en Normandie, il y a plein de gens qui ont participé à ça, et pas en plus que des Français, des Canadiens, des Américains, voilà, des Anglais, et tout à fait. Et je me suis dit, ces gens, entre autres là, ils sont morts pour nous, pour moi, et je voulais pêcher avec eux.
Et je suis allé pêcher ces épaves du débarquement qui sont extrêmement dangereuses à pêcher. Il y a très peu de personnes sur où je suis allé les ont pêchées. Parce que l'eau, il y a du courant énormément. Il y a des marées, à un moment, il y a l'étale, il y a moins de courant, voire peu de courant, ça ne dure pas longtemps, suivant les coefficients de marée. Mais l'eau, elle est trouble. En surface, j'approchais ma main, je voyais ma main. Je tendais mon bras, je ne voyais plus ma main. C'était noir. Et fallait que je descende dans la nuit, dans le noir. Et je savais quand j'atteignais les épaves, parce que je descendais avec le fusil, qui était court, mais quand je tapais, ça faisait bling. Là, j'étais arrivé au fond, dans l'épave, je me cognais dedans, quoi. Et c'était chaud. Et en même temps, je me disais, ouais, là, je prenais des risques aussi, mais eux, ils les ont pris aussi. Et j'avais l'impression d'être avec eux, quoi, où ils reposaient, voilà. Et il y avait ce partage. Ouais, cette communion. C'était plus une connexion avec eux qui, pour moi, était importante, quoi. Merci Grégory.